Bonjour et bienvenue en Détour de magie. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Chantal Saint-Jean et Jean Mad qui vont nous parler de leur vie magique. Mais juste avant de commencer, un petit mot pour vous dire qu'on vient d'ouvrir un Patreon. Si vous souhaitez nous soutenir et que vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description. Vous y trouverez des tours expliqués chaque semaine, du contenu inédit. Et vous soutiendrez la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Et nous, on reprend. De la création d'une péniche magique jusqu'à un musée, on vous propose de plonger à la découverte de leur univers. Merci à vous 2 d'avoir accepté cette invitation. Merci Thibaut. C'est gentil, vous êtes déplacés. Alors vous êtes ici pour, un projet, qui nous concerne, tous les 3 et dont on reparlera, un peu plus tard. Mais j'aimerais qu'on commence cet épisode par, la présentation un peu de votre vie et de votre carrière. Vous avez mené à bien un projet, unique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît, de cette péniche magique? Alors, c'est pas du tout courtois, mais je prends la parole directement. Il faut juste savoir que avant la péniche Métamorphosis et avant Chantal Saint-Jean, j'avais déjà, moi, fait pendant pratiquement presque 30 ans ce qu'on appelle pompeusement une carrière internationale, Mmh. puisque j'ai eu la chance de travailler à peu près sur toutes Les grandes scènes, les de scènes majeures, oui, sur la planète, voilà. Mais même à la télé aussi, à oui, la j'ai fait télévision, à la oui. un peu plus de 300 émissions de télévision de par le monde. Mais ce qui a été décisif, c'est effectivement la rencontre avec Chantal Saint-Jean. Et il faut bien savoir que au départ, elle était mon employeur, car elle avait une importante société de production de spectacles. Elle cherchait quelqu'un qui faisait des choses dans le genre de ce que je présentais, et c'est comme ça qu'on a été en relation. Et que vous êtes Mais rencontrés. c'est elle qui vous racontera euh, comment on s'est connus, en sachant que la grande chance de ma vie, c'est que j'ai pu l'épouser par la suite, et que c'est quand même incontestablement le meilleur truc de magie que j'ai fait dans ma vie, hein. Et donc, comment est-ce qu'on en arrive justement à cette, aventure, incroyable de la péniche et de votre rencontre, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? De comment est-ce qu'on En fait, a c'est relativement simple. C'est une forme de coup de cœur qu'on a eu tous les deux. Jean, au départ, m'a séduit en tant que magicien sur la façon qu'il avait de présenter des tours d'une façon tout à fait particulière. Il m'a parlé de son amour du théâtre, de ce que Robert Houdin avait fait avec le théâtre des soirées fantastiques au Palais Royal. Tout ça a germé dans ma tête et je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas de lieu dans les années 90 à Paris où on pouvait voir un vrai spectacle de magie avec une belle mise en scène, dans un cadre intéressant. Et puis comme j'adorais les bateaux, les péniches, j'avais un peu regardé comment était fichu le théâtre Robert Houdin et je m'étais dit, bah, c'est drôle parce que c'est quasiment la dimension d'une grande péniche de type Fraissinet. Je me permets juste deux petites précisions. Euh, Théâtre Béroudin, époque Georges Méliès, hein, parce que c'était pas tout à sur fait le la boulevard même. des Italiens, Voilà, c'est ça. Et par contre, ma botte secrète avec Chantal, c'est que moi, je suis un amoureux inconditionnel des théâtres ambulants. Et donc, je lui parlais ce qui, selon moi, aurait pu devenir un théâtre ambulant. Et au détour d'un engagement où on avait du temps entre les préparatifs, on discutait ensemble et je lui parlais de théâtre ambulant. Et elle m'a dit, bah, écoute, moi, ton idée, elle me plaît, mais moi, ce que j'aime, c'est les péniches. Donc, ce qu'il vient de vous expliquer, voilà. Voilà. et alors, c'est quoi les obstacles auxquels on fait face quand on veut créer une péniche magique? Énorme. Au moins de la taille de la péniche, on Alors, se doute? la taille, ça encore, c'était gérable, mais ce qui a été le plus compliqué, c'était les autorisations administratives, parce que vouloir mettre une péniche devant Notre-Dame, site classé au patrimoine de l'UNESCO, c'était pas vraiment un long fleuve tranquille. C'est le Mais cas de le dire. heureusement,
J'ai eu la chance de rencontrer des gens compréhensifs, surtout au port autonome de Paris, Mmh. où on pouvait vraiment, à l'époque, discuter, expliquer. Et puis ensuite, voilà, je pense que par passion, on arrive à venir à bout de tous les obstacles. Et voilà comment la péniche enchantée, comme Métamorphosis. le décrivait un grand critique, Raphaël Le Gubernatis. voilà, l'a qualifiée, et ça a été une magnifique aventure. Alors, Et comme elle n'aime pas beaucoup parler d'elle, je vais juste donner deux précisions car elles me semblent importantes. C'est grâce à Chantal que ce qui s'appelle le quai de la Tournelle, où la péniche a été posée pour la première fois, euh, c'est grâce à Chantal qu'on a pu amener la lumière, l'électricité et l'eau. 2 points essentiels quand même, Oui, oui, plutôt. mais bon. Et quel, genre de magie, non seulement on pouvait voir sur la péniche et aussi quel genre de magie vous faisiez vous, ou et vous faites encore, avec votre, duo? Alors je pense que c'est peut-être à Jean d'en parler, parce que Oui, c'est alors vraiment son domaine ça a de beaucoup prédilection. évolué. Euh, Étant donné qu'on avait axé le concept du théâtre sur la péniche sur le plan historique, parce que c'était pas non plus par hasard. Chantal avait souhaité qu'on puisse revenir au pied de Notre-Dame, le Pont Neuf, les Battleurs. euh, Oui, on n'avait pas choisi comme Au ça hasard, voilà, oui. les Notre-Dame en se escamoteurs, disant on jette une ça avait pièce et boum. ça avait une raison Bien sûr. historique et géographique dans Paris d'être là. Et par conséquent, on a toujours essayé, on a fait en tout 14 spectacles différents sur la péniche En 22 en ans. 22 ans. On a toujours essayé qu'il y ait un cadre historique, euh, soit directement sur la magie. Le premier spectacle s'appelait Une histoire de la magie, car on ne voulait surtout pas que ce soit l'histoire de la magie. C'était une histoire de la magie vue au travers des... Alors nous, on n'aime pas du tout le terme de numéro. Euh, Si vous le voulez, je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle un numéro, mais ce n'est pas le propos tout de suite. Euh, on adore le terme de moment magique. Et on a toujours confectionné des programmes qui étaient une succession de moments magiques avec une ouverture, un milieu et un final. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que je disais, pourquoi on parle de numéros? Ça vient de l'Allemagne, puisque en Allemagne, dès le début des années 1850, il y avait des théâtres de variété permanents. Et donc, ces théâtres de variété permanents qui commençaient à 12 heures et qui finissaient à minuit, donc on n'était pas obligé de voir tout le spectacle. Donc, chaque artiste avait un numéro d'attribué, ce qu'on appelle un Nummer en allemand. Et donc, on pouvait dire, j'achète ma place pour aller voir l'équilibriste ou le jongleur ou le danseur de claquettes. Ah, il Le est en numéro. numéro 14. Donc, voilà pourquoi on a gardé le terme de numéro. Refermons la parenthèse. Voilà. Et en Et fait, c'est ça intéressant. s'est appelé le premier spectacle Une histoire de la magie, parce que au début, quand on a commencé à travailler ensemble, Jean a créé un spectacle pour un grand laboratoire où on a mélangé, Pharmaceutique. pharmaceutique, oui, où on a mélangé la magie avec la musique et le théâtre. Et c'était dans un très beau château à Main-sur-Loire, Et Chambord. et après Chambord. Et donc Jean a écrit un synopsis où on a décliné des moments magiques de différentes époques. Les textes étaient dits par un comédien. C'était Jean-Noël Sissia de la Comédie Française, donc c'était quand même... Quelqu'un, oui. Voilà. Et c'était accompagné par un trio harpe, violon, violoncelle, Accorde, oui. à cordes. Et voilà, l'idée
des spectacles avec Jean, elle est née un peu comme ça. Et ça m'a séduit. Et je me suis dit, oui, c'est une façon vraiment intéressante de parler de l'art magique. Et les débuts sur la péniche étaient vraiment avec ce type de spectacle. Et après, on en a fait plein d'autres. D'autant plus que on a transposé le spectacle parce qu'on n'avait pas du tout le temps matériel d'en créer un autre, parce qu'il a fallu créer la péniche, parce que la péniche, elle n'est pas arrivée métamorphosis comme ça. Au départ, Chantal le raconterait beaucoup mieux que moi, mais c'était une péniche qui était ce qu'on appelle au déchirage, c'est-à-dire qui était en fin de carrière, elle avait fini son Oui, parce que la existence. batellerie avait Bon, été et complètement démantelée. elle transportait du ciment liquide. Donc, en fait, ce que Chantal a acheté, c'était ce type de bateau, et elle a été entièrement transformée du début à la fin pour en faire un théâtre-salon de magie, euh, avec, comme elle l'a dit très justement tout à l'heure, un théâtre de 110 places dont les proportions étaient, c'est d'ailleurs étrange, parce que à l'intérieur de la péniche, on, avec un tout petit peu d'imagination, on pouvait penser qu'on était dans le théâtre de Méliès, quoi. C'est une super initiative d'avoir fait ça et c'est super original. Même, il n'y a aucun autre lieu équivalent dans le monde sur la magie. Non, de ce style-là, non. Et ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que les Larsen, quand ils ont entendu parler de la péniche dans les années 90, Les propriétaires et créateurs du Magic Castle, hein. sont venus nous voir parce que ça leur paraissait incroyable Extraordinaire. qu'il y ait deux cinglés qui aient Voilà. fait Voilà. un Mais théâtre. c'est exactement le terme qu'il a employé. Milt quand il- Larsen, avec Arlène, son épouse, euh, ils débarquent en fin d'après-midi sur la péniche et ils ont affaire à Chantal et ils lui ont dit on vient voir les cinglés qui ont eu l'idée de faire un truc pareil. Car ce qu'on ne savait pas, c'est que la première idée des frères Larsen, c'était de créer un bateau magique. Ils voulaient refaire un bateau à roues. D'accord. Oui, ils voulaient faire un showboat. Voilà. Et devant les Et difficultés quand qu'ils ils ont ont eues, vu tout ce qu'il y avait comme difficulté, parce que Oui, c'est pas c'est simple. certain que tout ce qui est partie navale est pas simple à conjuguer. Et donc, ils ont laissé tomber et ça leur paraissait incroyable qu'en France, il y ait un bateau qui soit un théâtre-salon de magie. Mais c'était ce qui était intéressant dans cette expérience. Et là, vous avez, au moment de Métamorphosis, vous avez eu l'occasion de voir énormément de public et surtout Oui, du public de différentes cultures pas complètement. qui sont venus Hmm. des quatre coins du monde pour au moins Oui, visiter Paris et après aussi oui. voir d'autres Hmm. spectacles. Quel regard vous avez sur ça? Est-ce que pour vous, la magie, elle est universelle? Est-ce qu'elle touche de manière universelle les gens de différentes cultures ou est-ce que elle doit s'adapter à ces personnes-là? Est-ce que vous avez un avis, une remarque là-dessus? Oui, pour moi, bien sûr, la magie est universelle. non, mais ça, c'est C'est une évidence. un art majeur qui doit Enfin, être. ça devrait être un Ça art majeur. devrait, parce que c'est pas reconnu comme Voilà. tel, mais Voilà. Oui, mais pas bon, encore. En tout on cas, il y a peut, on peut des, rêver. il y Je a crois qu'il y a des... eu beaucoup de choses qui ont évolué. Moi, je fais un parallèle parce que la phrase me plaît beaucoup. George Sand a écrit euh, les marionnettes plaisent aux enfants et aux gens intelligents. Et je crois qu'on devrait, en tout cas, on pourrait pouvoir attribuer la même phrase à la prestidigitation. Moi, alors c'est pareil, moi j'ai du mal à parler de magie, parce que c'est un terme qui englobe tellement de choses et qui est tellement mal compris. Bah, c'est souvent galvaudé galvaudé, et parce que galvaudé. tout est magique. Donc Bon, la lessive est voilà. magique. Nous, on fait de la prestidigitation, on fait de l'escamotage, on fait de l'illusionnisme. Et le mot magique, bien évidemment, si on regarde dans le dictionnaire ce que c'est, oui, bon, mais dans l'esprit des gens, C'est un peu flou, oui, oui, c'est voilà. vrai. Bon, alors pour répondre à la question que vous posiez, évidemment, c'est universel. Bah, Moi, c'est un langage j'ai universel. coutume de dire, les Papous comprennent, les Esquimaux comprennent. C'est le langage de la main. Voilà, enfin, c'est le langage de la main qui s'adresse au regard.
Et c'est effectivement euh, instantané, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par une éducation et une culture quelconque. Une explication? J'en ai fait l'expérience en Afrique. Euh, Vous prenez un galet, vous le mettez dans votre main, il disparaît. Euh, Instantanément, tout le monde comprend. Et ce qui est fabuleux, et c'est ce que l'on a du mal à expliquer aux gens de la culture avec un grand C, c'est que non seulement c'est universel, non seulement il n'y a pas de problème de langue, mais un enfant de 5 ans comprend, un adulte de 90 comprend, parce que c'est instantanément, c'est comme une photo, c'est immédiat. Voilà. Et ça fait appel immédiatement à quelque chose d'extraordinaire qui est enfoui profondément dans le cœur de l'homme et qu'on ne sait pas extirper comme il faudrait. Ça s'appelle l'imaginaire. Et ça, c'est très important d'expliquer, quand on peut le faire, que n'allons pas chercher. Brel avait une formule fabuleuse. Il disait: il faut laisser les messages aux facteurs. Et bah oui, il n'y a rien de plus. C'est un éblouissement. Euh, Quand vous voyez un manipulateur faire apparaître des jeux de cartes, que ça coule le long de ses doigts, que c'est fluide, etc., le problème n'est pas de savoir comment il fait. Bon, quand vous voyez Ricciardi effacer en une seconde une jeune femme, elle réapparaît ailleurs, il n'y a pas d'explication à chercher. On est devant, c'est comme une aurore boréale, c'est comme un C'est arc-en-ciel. juste beau, Mais c'est C'est juste beau. c'est Voilà. ça. Voilà. quand c'est bien fait. Exactement. C'est toujours souhaitable. Oui, et est-ce que justement, en parlant de magie, vous avez vu la magie, évoluer ces dernières années? Est-ce qu'il y a eu des changements, significatifs qui vous ont apparus sur, la façon de faire la magie, sur, les magiciens, actuels, heu, est-ce que vous avez un avis sur la question? Oui, bien sûr, Ça vous énormément. Ça a changé par rapport à. Ça, je pense, et ça évolue Ça évolue? beaucoup. Euh, Moi, il y a une chose que j'ai constatée, puisque je l'ai vécu. Bon, j'ai eu la chance de commencer très jeune. Donc, et quand j'ai commencé à être dans un bon circuit professionnel, c'est-à-dire en travaillant avec des producteurs, des impresaris, des directeurs de salles de spectacle, le mot d'ordre, c'était, et alors surtout pas de cartes. Car à mais oui, car à cette époque-là, la magie était sur scène et il n'y avait pas encore ce relais phénoménal Du close-up, de l'écran. Des écrans, Voilà. Oui, des du close-up sur caméras, Ce qui a scène, oui. toute complètement la bouleversé, vidéo. en tous les cas à mes yeux, La vidéo. ce qui a, alors, avec, Du close-up encore une sur fois, scène, ouais. selon mon regard, avec ce qu'il y a de bien et de moins bien, c'est que quand vous voyez un numéro dans les années 50-60, encore 1950-1960, Tu parles du siècle dernier. c'était sur scène et il fallait que ce soit visuel. Donc, ce qui a complètement bouleversé, c'est quand on a pu retransmettre ce qu'on voyait, qui était quand même un peu minimaliste, sur un grand écran, et que les gens dans une salle pouvaient suivre. Alors après, mais ça n'engage que moi. Euh, un, un spectacle avec beaucoup d'effets de cartes où on est obligé de suivre sur un grand écran alors qu'on a payé une place d'un siège dans une salle de spectacle, pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ensemble. Là. Mais bon, Après, il y a aussi une question de personnalité, parce que il y a quand même Oui, des on est artistes plus ou moins, qui ont plus de charisme et qui transmettent plus de ah non, choses. mais même si on n'est pas copains, euh, euh, ce que fait Duvivier est fabuleux. Le spectacle que Ricky Jay a fait à Broadway, qui s'appelait Ricky Jay et ses 52 amis, bon, on était dans une salle qui était aux dimensions qui permettaient de voir correctement ce genre de spectacle. Là, je suis entièrement d'accord. Et
je n'ai rien contre certains artistes actuels, mais quand on passe dans des palais des sports et qu'on est obligé de suivre sur des Sur grands un écrans écran. ce qui se passe sur scène, je crois qu'on se trompe de lieu, quoi, c'est tout. Mais encore une fois, ça n'engage que moi, hein. Non, mais c'est Oui, intéressant d'avoir votre avis sur la question et en parlant de lieu justement, donc vous avez, fait, Métamorphosis et comme si, ça suffisait pas, vous avez fait après un musée, sur la magie à Barfleur. Oui. exactement. Pourquoi on se lance dans cette nouvelle aventure? Comment on se lance dans cette nouvelle aventure après déjà, tant de réussite? Pourquoi cette nouvelle aventure et comment Bah, tout ça s'est simplement fait? parce que comme Jean était devenu de plus en plus collectionneur, Mmh. parce que comme la péniche était située juste en bas des boîtes des bouquinistes, Sûr, oui. il a noué des relations tout à fait privilégiées et amicales Extraordinaire. avec les bouquinistes. Ça lui a permis d'acquérir plein de choses. Et de fil en aiguille, bah, il n'y avait plus de place dans l'appartement de Paris. Les entrepôts qu'il fallait louer, c'était compliqué. La péniche, elle n'était pas non plus extensible. Extensible, ouais. Et on avait envie de partager, de montrer. 22 ans devant Notre-Dame. On ne voulait pas non plus faire l'année trop, parce que je crois que c'est aussi, ça fait partie de nos deux caractères. C'est que on est passionné, on s'emballe, on a envie de faire des choses. Puis à un moment donné, on se dit, bah, la vie, elle est courte. Donc, si on ne va pas dans une autre direction, on va peut-être passer à côté de quelque chose. Et il faut savoir que le hasard fait bizarrement les choses. Jean avait démarré, puisqu'il est normand, sa carrière, Oui, j'en connais d'excellents, des Normands, hein, oui, ça sûrement. La Normandie est une très belle région, oui. Et donc, ses premiers spectacles, il les avait fait dans un petit village qui s'appelle Barfleur. Et il s'est trouvé qu'il a voulu me faire découvrir ce Barfleur dont il avait une carte postale jaunie qui me montrait tout le temps, qui nous faisait tous beaucoup rire parce que c'était son marque-page et il nous disait oui, quand j'étais vraiment à l'intérieur, j'avais cette carte de Barfleur. c'était pas un marque-page, elle était collée dans le couvercle de ma valise. J'ai transporté cette carte C'est dire, postale dans le monde entier. le Parce que bon, la petite précision que Chantal omet, c'est que effectivement, j'ai commencé dans ce qu'on appelait à l'époque un dancing. Maintenant, on appelle ça une discothèque. Mmh. C'est pas pire. Mais le lieu n'a Euh, pas changé en soi, ça Voilà. reste, Donc c'était un tout petit dancing et le samedi soir, on me permettait, pour que les musiciens prennent une pause, donc de faire un passage en tant que prestidigitateur. Et ça a été mes débuts professionnels. De toute façon, moi, mon père a eu l'extraordinaire intelligence et bonne idée de faire faillite avec son commerce. Donc du jour au lendemain, ce qui était pour moi un passe-temps est devenu mon métier. Mais j'ai même pas eu à me poser la question. Voilà. Et donc, je vais laisser Chantal poursuivre parce que je lui ai effectivement fait découvrir mon petit paradis qui s'appelait Barfleur. Barfleur. Et quand on est arrivé à Barfleur, hasard extraordinaire, le dancing était à vendre. Donc, le pour hasard fait moi, bien les c'était choses. vraiment pas possible. Le hasard ou ce qu'on veut était en train de parler et on a décidé d'acquérir ce lieu et d'en faire Un musée. un musée-théâtre. Il y a une autre anecdote très courte, Thibaut, qui va forcément vous interpeller. Chantal l'a mentionné. J'avais noué une amitié fabuleuse et encore aujourd'hui avec quasiment tous les bouquinistes. Des quais de Seine, Bon, Oui. voilà. Mm. Mais quelle richesse! Voilà encore quelque chose qui devrait être surprotégé et non pas massacré comme c'est le cas. Et donc, les bouquinistes étaient les premiers à me dire Jean, j'ai rentré ce truc-là, tu l'as pas, je te le mets de côté. Donc, j'ai pu acquérir une bibliothèque, mais fabuleuse, grâce à ces gens extraordinaires. Et de fil en aiguille, ils m'ont emmené au marché Brassens. Le marché Brassens, j'explique pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un marché où il y a ce qu'on appelle les vieux papiers, donc où j'ai pu acquérir des affiches, des programmes. Bon, et pourquoi je mentionne parce que
ce qui est extraordinaire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà. Il n'y a que des rencontres. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, il fallait entreposer tout ça. Bon. Puis on avait surtout envie de le montrer. Non, mais Et avant, il a c'est fallu là où ça fait la l'entreposer. différence. Oui. Oui, oui. Bon. Et donc, j'avais un très bon copain qui était un mime américain. Et en discutant avec lui, il me dit, moi, tu sais, mes décors et mon matériel, je l'entrepose, et il me donne l'adresse à Montreuil. Et on se rend compte que l'endroit de l'entrepôt, Il y a c'est eu- là où il y Il y a eu avait des... les studios de Méliès. Méliès. C'est Méliès. Il y a quand même des choses étonnantes. Comme quoi la vie est bien faite parfois. Parfois. Oui. Ouais. Et quand on a justement créé une péniche magique, on a tourné dans des pays, on a reçu des prix, on a écrit des livres, on a fait un musée, qu'est-ce que vous n'avez pas réalisé? C'est quoi vos objectifs, vos rêves maintenant? Enfin, je veux dire, vous avez fait tellement de choses, tous les deux. Euh, Déjà, vous pouvez en être fiers, je pense. Et est-ce que vous avez encore des objectifs là, euh, prochains ou pas? Oui, Oui. toujours Lesquels? continuer à pouvoir rencontrer des gens, faire des spectacles, Transmettre trouver le des savoir idées peut-être? différentes, écrire. Oui, parce que vous faites toujours des spectacles, hein, Oui, encore maintenant, oui. oui. Et on peut vous voir où? Alors là, maintenant, on est au Temple-sur-Lot. Alors, le Temple-sur-Lot, c'est un petit village en Lot-et-Garonne, à 25 km d'Agen, où on a eu la chance de rencontrer un monsieur passionné et passionnant qui s'appelle Thierry Huot, qui est un architecte ethno-botaniste et qui, pareil, a réhabilité une maison ancienne qui appartenait à un explorateur, Boris Latour-Marliac. On a eu un coup de cœur et on a, avec lui, recréé un théâtre salon de magie dans une ancienne école de filles. Et pour les périodes de vacances, on va faire nos spectacles. Alors, c'est une petite salle, parce qu'il y a 60 places, mais ça nous va très bien, parce qu'on a un regard très proche du public. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le Temple-sur-Lot, c'est pas n'importe quoi. C'est un extraordinaire village, anciennement cathare, qui ensuite a été complètement investi par les Templiers. Toutes les maisons datent du XVe siècle. Donc c'est un lieu en lui-même déjà magnifique. Et l'endroit où nous y sommes, il y a une finalité. C'est que il nous restait quand même beaucoup de costumes, de décors, d'accessoires, de choses comme ça. Et moi, mon chagrin, c'est que ça ne serve à rien, que ça ne soit pas partagé. Et donc, grâce à cet homme qui nous a reçus chez lui, et on a pu recréer un théâtre-salon de magie, parce que lui-même a créé un cabinet de curiosité sublime. Donc, ben, la connexion, elle s'est faite instantanément. Naturellement. Et Oui. voilà. Et donc, en plus, ben, c'est un lieu qui a une magie. Mais là, c'est dans le bon sens du mot. C'est-à-dire que dès que vous arrivez dans cette région et dans ce sublime petit village, vous êtes hors du temps. Ça a un Ouais, cachet. et complètement. un- C'est Vous vous génial. dites que vous pourriez sans aucun problème rencontrer Molière avec son chariot et ses comédiens. Personne n'aurait serait étonné que Maître Gonin pourrait être sur la place en train de faire des gobelets, parce que on est dedans, quoi. Voilà. Je Et crois on- qu'en fait, avec Jean, ce qui a été toujours notre mot d'ordre et ce qui fait qu'on est toujours ensemble au bout de 40 ans, c'est que tant qu'on se tient debout, qu'on est présentable, on s'interdit rien. Oui, moi j'ai une formule beaucoup plus académique. Je dis que ma carrière commence demain. Oui, ça, c'est un petit peu. Voilà, je sais pas tout à C'est fait. des belles paroles et on vous oui. souhaite Et oui, je te une le longue, souhaite. Mais une je longue pense que carrière celle que encore. tu as déjà faite est pas mal.